Aussi le gouvernement lui-même. 67 ministres, s'il vous plaît. À quoi ça nous sert d'avoir 67 ministres? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, qui sont 3 fois plus grands que la RDC, fonctionnent avec moins de 20 ministres. L'Allemagne avec moins de 20 ministres. La France aussi. Nous avons innové en multipliant le nombre de ministères et je ne sais même pas, certains de ces ministres-là, qu'est-ce qu'ils font tous les jours. On peut réduire le nombre de la taille du gouvernement et ça nous permettra aussi de réaliser certaines épargnes. Donc, en faisant tout ça, moi je pense que c'est possible de réduire les dépenses et de maintenir le niveau de recettes à un niveau acceptable pour éviter qu'on ait donc des déficits budgétaires exorbitants qui forcent la Banque centrale à procéder à la planche à billets et à diminuer la valeur de la monnaie. Le pays est géré par une coalition qu'on appelle la coalition au pouvoir FCC-Cash. J'ai l'impression que, et chaque fois que vous essayez de voir pourquoi certaines décisions ne sont pas prises, pourquoi ça prend trop longtemps, on vous dit toujours que c'est géré par un accord. L'accord là, nous, on ne connaît pas. Donc, ce que nous connaissons, c'est la Constitution. Moi, je sais que le président de la République a besoin de ce que j'appelle donc la marge de manœuvre et la liberté d'action. C'est-à-dire, quand on voit une situation qui ne marche pas, moi, si j'étais président de la République, je peux amorcer le processus pour dissoudre donc le Sénat, pour supprimer le Sénat, parce que c'est ça qu'il faut faire dans l'intérêt du pays. Mais là, il a les mains liées, il ne peut pas le faire. J'ai l'impression que le président a des mains tellement liées qu'il n'arrive pas à bouger. Et regardez, même aujourd'hui, il vient de faire ce que moi je considère une action salutaire, en nommant des gens dans la magistrature partout et dans l'armée partout. Je m'attendais à ce que tout le monde applaudisse en disant « enfin, on a commencé donc à travailler ». Mais je vois aujourd'hui que les gens du FCC sont furieux. Pourquoi? Parce que comment est-ce que le président de la République a pris ces décisions-là sans consulter son copain de Kingakati. Et moi, je pense qu'un pays ne doit pas fonctionner comme ça. Donc, le président de la République, il a de la volonté. Le président de la République, si on lui laisse donc la marge de manœuvre et la liberté d'action, il peut prendre des actions appropriées. Mais pour l'instant, j'ai peur que cette coalition FCC-Cash lie tellement ses mains qu'il n'est pas dans la possibilité de prendre les actions nécessaires pour faire avancer le pays. On ne va pas faire un débat sur les hommes, on va revenir sur la Banque centrale. Mais on a l'impression qu'en 2 ans qu'il est là, la situation s'est beaucoup plus dégradée que Kabila l'a laissé. C'est ça le problème. Vous, je vous ai suivi une fois dire Kabila n'a pas étudié, il n'a pas votre niveau, il n'est pas instruit, il n'est pas ceci. Mais on a l'impression que cet homme qui n'était pas instruit contrôlait beaucoup mieux le pays que ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Je voudrais vous dire ceci. Kabila n'a rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler certains faits. Vous savez qu'on a connu dans l'espace kassaïen ce qu'on appelle les fosses communes. Vous savez ce que c'est une fosse commune? Ça veut dire un endroit qu'on a creusé dans le sol et on y a enfoncé des gens qu'on a tués la nuit sans à l'insu de qui que ce soit. Et 90 fosses communes, ça veut dire que dans chaque fosse commune, si on y a mis 100 personnes, nous avons 9000 personnes qui ont été tuées. Comment est-ce que vous pouvez comparer quelqu'un qui a géré le pays pendant cette période-là avec ce qui se passe aujourd'hui? À ma connaissance, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas créé des fosses communes, nous n'avons pas ça. Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, nous avons connu nos compatriotes, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala. On a tiré sur eux, on les a tués. On n'a pas respecté donc les droits humains. Il n'y a aucune comparaison avec tout ça aujourd'hui. Sur le plan maintenant de la gestion du pays, Kabila a eu 18 ans, Félix n'a eu que 1 an et demi. Mais dans les 18 ans que Kabila a été à la tête du pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ce pays-là en dernier pays en utilisant l'échelle de développement humain. Parce que nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde avec le PIB par habitant le plus bas possible. Donc, il n'y a aucune comparaison avec ce que Kabila a fait et ce que Félix est en train de faire. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est noir, vous entendons parler. Apparemment, lorsque vous évoquez Kabila, on dit quand même qu'il nous a trouvé, il nous a laissé avec un taux de croissance à presque 2 chiffres lorsque Matata était en train de partir. Kabila nous a quand même laissé avec un matelas des devises d'échange de 1,2 milliard de dollars américains, qui n'est pas le cas. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, il trouve qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien. Kabila nous a amené à l'alternance, il a quand même mis en place les institutions. Mais vous, lorsque vous l'évoquez, on sent que c'est un homme qu'il faut balayer, il faut l'oublier. Moi, je voudrais dire ceci. Il a laissé 1 milliard de matelas de devises. 1,2 milliard, nous sommes 100 millions de Congolais. Diviser 1,2 milliard par 100 millions de Congolais, il nous a laissé $12 à chacun. $12 à chacun, qu'est-ce que ça représente? On ne peut même pas acheter du thé le matin et acheter le repas à midi. Donc, c'est rien ce qu'il a laissé. Mais je voudrais aussi qu'on puisse comparer donc ces réserves d'échange-là avec la capacité de notre pays à dégager des revenus, des réserves. Le Nigeria a des réserves d'échange de 55 milliards de dollars. Et nous, grand RDC, 2 fois plus grand que le Nigeria, nous avons 1,2 milliard et nous sommes en train de nous taper sur l'épaule avec ça.
Kabila ne nous a rien laissé. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse comparer ces réserves de 1,2 milliard de dollars qu'il a laissées pour nous avec la richesse que lui-même Kabila a accumulée en tant que personne. J'ai vu des enquêtes menées par Bloomberg, par Reuters, par le journal Le Monde, qui indiquent qu'il a 70 entreprises à travers le monde, évaluées dans des milliards de dollars. C'est ça donc la gestion du pays que vous allez nous présenter, un type que vous allez nous présenter comme étant un exemple à suivre. Moi, je pense que Félix n'est pas parfait, mais Kabila n'est pas le modèle qu'il faudrait nous mettre sur la table. J'ai suivi des économistes comme Matata Ponyo par exemple. Lui, il peint un bilan catastrophique. Il dit qu'apparemment l'horizon n'est pas bon. Il a même préconisé que d'ici décembre, nous serons à 2600 dollars des taux d'échange. Aujourd'hui, il revient même, il dit qu'il commence à avoir l'impression qu'on ira jusqu'à 3000. Comment vous voyez les choses dans les 6 mois qui arrivent? Est-ce que vous pensez qu'avec les autorités que nous avons, telles que vous regardez, avec votre regard doigté de quelqu'un qui connaît la situation, ça va s'améliorer ou la situation va empirer? Ça dépend des actions que le numéro 1 du pays va prendre. Le numéro 1 du pays doit prendre, qui est le président de la République, il doit prendre conscience que on ne peut pas garder le statu quo et espérer réaliser, faire les mêmes choses tous les jours, espérer réaliser des résultats miraculeux. On doit se faire violence. Et pour se faire violence, la première des choses, c'est de pouvoir commencer à changer les hommes. Il y a des hommes qui ont perdu crédibilité, qui ne peuvent plus convaincre qui que ce soit qu'on peut stabiliser la monnaie. La première des personnes qu'il faut chasser, qu'il faut changer, le Premier ministre. Il faut changer de Premier ministre. Ilunkamba, il ne fait rien. Je ne sens pas le dynamisme d'un Premier ministre, donc dans une situation de crise telle que celle que nous avons. Il faut refaire le gouvernement. Il faut sortir de ces histoires de FCC cash. Il faut que le président Félix Antoine Tshisekedi arrive à amener son copain de Kingakati autour de la table et qu'ils s'entendent. Il doit bénéficier donc de la liberté d'action, refaire le gouvernement dans le cadre de leur coalition s'ils veulent, mais amener l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est le point de départ. Lorsque une équipe économique a perdu de crédibilité, il n'y a rien à faire pour pouvoir la sauver. Maintenant, il faut regarder la Banque centrale. Je viens de voir tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'il y a même des groupes qui vont organiser des marches pour réclamer la démission du gouverneur de la Banque centrale. Moi, j'ai étudié les banques centrales et j'ai fait une thèse de doctorat sur la Banque centrale. C'est la première fois que j'entends que le public va manifester contre un gouverneur de Banque centrale. Ça veut dire qu'il a perdu crédibilité. Il ne peut plus rien faire. Donc, il faut que le président prenne l'initiative de pouvoir le changer, non seulement le changer lui, avec le vice-gouverneur, à mettre le deuxième vice-gouverneur, nommer tous les membres du conseil d'administration, 8 membres du conseil d'administration, renouvelés à 0. Je voudrais vous informer, par exemple, que nous avons un conseil d'administration de la Banque centrale composé de gouverneurs, vice-gouverneurs et 8 administrateurs. Leurs mandats ont expiré depuis 2003. Ça n'a pas été renouvelé. Mais on gère la Banque centrale comment? Je vous informe aujourd'hui là que le conseil d'administration de la Banque centrale ne s'est pas réuni depuis décembre 2019. Et on supervise les actions du gouverneur de la Banque centrale comment? Donc, c'est une boîte aujourd'hui qui est abandonnée. Et tant qu'on n'a pas pris possession de la boîte pour la restructurer, pour qu'elle commence à faire ce qui doit être bien conforme à la Constitution, nous devons nous attendre à une détérioration de la situation en ce qui concerne donc les taux d'échange. Moi, je prédis que d'ici le mois de décembre 2020, la République démocratique du Congo, dans les conditions actuelles, aura un taux d'échange au-delà de 3 000 francs congolais pour $1 et tout le monde sera mort. Donc il faut arriver à régler ce problème le plus rapidement possible, immédiatement. Il ne faut pas attendre. Le mal profond, il faut y aller. Donc on enlève Ilunkamba, on enlève Deogracias Mutombo. On refait le gouvernement, un gouvernement de mission, un gouvernement réduit, on réduit les dépenses et on regarde maintenant les autres réformes structurelles qu'il faut amorcer. Les histoires comme le Sénat, il faut commencer à les balancer. Donc on doit doter le Congo d'une véritable vision de développement. Et que bon, je ne vois pas le président de la République faire, même s'il a la volonté, tout ce que vous lui demandez de faire là en 6 mois. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est vers un cimetière, qu'on fonce tout droit là vers un cimetière, M. Tiani. Hein? Je connais le président et je pense qu'il a la bonne volonté, il veut faire du bien. Ça ne suffit pas, malheureusement, la bonne volonté. La volonté ne suffit pas, il faut agir. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est, Monsieur le Président de la République, prenez le taureau par les cornes. Et nous sommes dans une situation catastrophique. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, personne ne viendra le faire pour nous. On risque d'aboutir à une situation sociale explosive, au point où même votre place en tant que président de la République va être compromise. Donc, s'il vous plaît, prenez le taureau par le corne et le plus rapidement possible. Tout ça, vous avez été candidat président de la République. Quand vous regardez ça, vous dites quoi? Vous pleurez pour le Congo? Je pleure pour le Congo et j'ai dit que ce n'est pas acceptable. Si j'étais président de la République, j'avais un plan pour réformer l'armée, la police, les services de sécurité
Je me dis, il faut d'abord qu'on puisse faire l'inventaire de tous les éléments en uniforme. Qui est qui a suivi quelle formation militaire ou policière du service de renseignement, et il est venu d'où, il est congolais ou il n'est pas congolais. Une fois qu'on a fait l'inventaire et on a déterminé par exemple que nous avons 120 éléments dans l'armée qui sont bons, qui sont congolais, et on a besoin donc d'une armée de 250 000 personnes. On doit recruter donc la différence, recruter, les mettre dans des centres de formation, les entraîner, les larguer maintenant dans tous les coins de la République pour maintenir, protéger les frontières. Même chose pour la police, les services de renseignement. Mais maintenant, il faut équiper nos militaires correctement et nos policiers pour qu'ils soient à mesure de faire du travail. Je vous donne un exemple. Ça ne sert à rien de dire que nous avons des policiers de roulage sur la rue, mais ces officiers de roulage n'ont même pas de motos pour poursuivre donc les criminels. Donc il faut les équiper correctement, les former. Mais au-delà de ça, on doit regarder l'élément rémunération. Il faut rémunérer ces gens de façon telle qu'ils puissent se concentrer sur le travail qu'ils sont supposés faire. Si nous faisons cette combinaison de techniques, on aura une armée moderne, une police moderne, capable de défendre le territoire national et de maintenir la paix. Maintenant, s'il y a un pays étranger qui vient mettre ses pieds sur la République démocratique du Congo, sur le sol congolais, moi, en tant que président de la République, je vais ordonner à l'armée non seulement de pourchasser cette armée-là, mais quand ils vont sortir de notre territoire, ils vont apprendre une leçon, parce que nous n'allons pas nous arrêter aux frontières. Il faut les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement, dans leur pays. Et je mettrai tout ce qu'il faut en œuvre pour détruire la capacité militaire de ce pays voisin. Quand on va frapper un pays voisin sérieusement, je crois que tous les autres 8 pays ou les 9 pays qui restent, ils vont nous respecter.